Nous allons passer donc aux questions et au débat avec le public, questions que nous espérons nombreuses suite à ces interventions très riches et très variées. Donc nous vous laissons la parole, les micros circulent dans la pièce. On peut ? Oui, c'est une question qui s'adresse aux trois intervenants. Hier, lors de la présentation de la Fondation, en rapport avec les libertés académiques et qui peuvent, dans une dimension éthique, amener à une liberté de conscience. Dans les trois interventions, je note un élément commun, qui est la notion de reconnaissance et le besoin de reconnaissance, que ce soit des auteurs, des chercheurs, surtout quand ils sont dans une autre région, qui a été longtemps vue ou vécue, excusez-moi du terme, comme subalterne. J'aime pas ce mot, mais enfin, je l'exprime. Alors, la question serait là-dessus. Quelles seraient vos suggestions pour que ces auteurs, ces chercheurs, puissent se libérer de la notion de l'apparence? Car nous sommes dans la notion de l'apparence, ou plutôt de sujets qui sont prisonniers de l'apport du regard de l'autre, et prisonniers aussi de l'image de soi-même et de l'image qu'ils aimeraient trouver d'eux-mêmes dans le regard de l'autre. Et donc, vous avez abordé tout ceci, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, par l'intermédiaire justement de la liberté académique, de faire passer ce message à des futurs étudiants qui, dans leur action, puissent agir par eux-mêmes et agir en toute conscience, sans avoir une attente, car la visibilité viendra peut-être avec le temps, ne viendra pas, mais à leur tour, ils sèmeront des graines. Pardon, je suis fatigué, hein, puis je suis enrhumé. Et je pense que c'est peut-être un des vecteurs de l'évolution de notre société et de notre humanité. Quelles seraient vos suggestions pour aller au-delà de ça, de l'image ? Je vais tenter de répondre, mais bon, je ne peux pas vous donner de réponse parce que si jamais j'avais la clé, je pense que bon, on arriverait à résoudre pas mal de problèmes. Enfin, non, j'ai pas de solution en fait. Il n'y a pas de solution. Enfin, Alors je vais continuer. Dans cette relation, parce qu'on parle de la relation à soi et de la relation à l'autre, et de la sincérité et l'intégrité de cette relation, est-ce que ça passe pas tout simplement par apprendre la notion de tolérance? Oui. Jamais dire que oui dès qu'on entend le mot tolérance. Mais vous savez qu'il y a des maisons spécialisées. Oui. Il faut toujours s'en méfier. Je voudrais réagir à un point, parce que vous laissez entendre que c'est une question, en quelque sorte, de relation entre le regard du prof, de l'étudiant, de l'artiste, de son public, ainsi de suite. Mais il me semble que, justement, dans la journée d'hier, est très fortement apparu le poids institutionnel. Parce que, qu'est-ce qu'on vient de dire tous les trois, d'une certaine manière, c'est qu'on travaille dans des champs qui sont institutionnalisés. Alors, ce qui était passionnant, justement, chez mon collègue Diallo, c'était que c'était institutionnalisé, mais, comment dire, le fait que il faut penser comme ça, si vous voulez, hein, c'est-à-dire les nouvelles normes, en quelque sorte, de bien-pensance qui intègrent ces notions raciales et tout ça. On peut rêver d'autre chose, mais il faut se battre contre cela. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacun des champs, on est confronté à des a priori, à des constructions qui se sont institutionnalisées. Hein. J'insiste, moi j'ai beaucoup parlé justement de la discipline. Or, l'expérience de mes deux collègues est pour moi très, très enrichissante. Pourquoi? Parce que je les ai vus naître, enfin, entre guillemets, pas mes collègues, hein, mais les studies. Et je trouvais ça passionnant. Ah, mais on va décloisonner les disciplines, et on va pouvoir avoir des objets qui seront véritablement transdisciplinaires, parce que alors là, quelle tarte à la crème que la disciplinarité dans nos institutions. Hein. Mais regardez, on peut retomber de nouveau dans des scléroses, enfin dans des enfermements par essentialisme, et ainsi de suite. Alors, tolérance, évidemment, refus, on a tous parlé hiérarchisation des objets, mais qui sont presque toujours des hiérarchisations symboliques de culture et donc de personnes. Et là, on peut rejoindre votre point de vue qui est évidemment celui d'une
tolérance ou d'une attention à l'autre dans ces champs-là que je partage, qu'on ne peut que partager. De là à trouver la solution, elle passe, et votre démarche, je dirais, qui s'adresse souvent aux institutions, est clé, parce que souvent, le problème, il est du côté des institutions. Bon, tout le monde connaît mon allergie à l'illustration, mais quand même, je ne crois pas... Pardon, je m'arrêterai après, je ne veux pas monopoliser. Est-ce que, justement, dans ce lien de subordination qui n'est plus tolérable dans l'évolution d'une humanité à venir, est-ce que cette dimension de liberté académique associée à l'éthique, et c'est presque synonyme, n'amène pas l'autorisation et même la nécessité du droit à la transgression pour faire avancer les idées et les situations? C'est ce qui s'est passé depuis l'aube de l'humanité, et c'est ce qui permet peut-être l'évolutivité d'une société, d'une humanité, et surtout des plans de conscience. Vous avez abordé les concepts et l'évolutivité des concepts. Je m'arrête. Mais je serais heureux d'avoir vos réponses, pour m'éclairer. Bon, je pense que c'est une question extrêmement difficile, parce que quand on regarde le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, et on est plutôt dans une tendance de repli identitaire et de repli sur une discipline ou sur un objet. Et quand on voit justement cette dynamique, on est très pessimiste. Évidemment, l'idéal serait cette tolérance, cette ouverture. Cette ouverture aussi, mais que l'on peut proposer. Mais c'est extrêmement difficile. Moi, quand je vois un peu mon propre parcours, avant la réforme de Bologne, par exemple, dans le système allemand, vous aviez la possibilité d'avoir un majeur, 2 mineurs. Moi, j'ai fait des études d'anthropologie. Parce que je voulais faire un peu d'anthropologie, parallèlement à mes études littéraires. Aujourd'hui, on n'a presque plus cette ouverture. Vous êtes dans un système de spécialisation qui n'offre plus ces ouvertures. Et donc, vous vous concentrez sur un objet, et puis vous auriez bien voulu connaître autre chose, mais vous n'avez, l'institution ne le permet plus. C'est ça aussi. Il y a des avancées, mais dans toutes ces réformes, on voit aussi les limites justement de ces réformes institutionnelles universitaires. Parce qu'on n'a plus le temps de... il faut aller vite, il faut avoir des savoirs pointus sur un objet, ce qui est contre-productif par rapport à cette ouverture nécessaire, cette ouverture d'esprit qui est nécessaire, et qui passe aussi par les disciplines. Parce que si vous pouvez, comme ça, partir d'une discipline à une autre, vous avez la possibilité d'apprendre aussi de nouvelles choses. Donc ce serait peut-être anachronique de revenir à ces ouvertures où on avait des mineurs, des majeurs, où on pouvait faire des combinaisons soi-même. On arrive encore à les faire un tout petit peu, mais ce n'est plus commun. Merci. Alors je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, mais pour ce que vient de dire M. Minguenet, je crois que là, on n'est pas tout à fait honnête. Je vais vous donner mon sentiment. Je crois que quand on est jeune, c'est difficile de prendre ce risque. En revanche, il y a plein de directeurs de thèse, dont je fais partie, qui acceptent de prendre des risques pour leurs étudiants, parce que nous pouvons le faire. Quand on accuse l'institution de nous poser des barrières, on se les impose à soi-même parce qu'on a peur d'un sujet qui n'est pas porteur, d'un étudiant qui n'est pas parfaitement dans les clous, on les dissuade parce qu'on veut avoir un taux de réussite, on est soi-même. Je crois que nous, professeurs de classe exceptionnelle, nous sommes responsables aussi de cette fermeture et que nous devons accepter d'aider les jeunes à prendre des risques. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mes collègues, malheureusement, je tiens à le dire, qui prennent les risques. Et c'est à nous de les prendre les risques, c'est pas à l'étudiant. Comment veut-il faire pour avoir un contrat doc? Comment va-t-il faire?
C'est à nous, nous sommes responsables dans une grande partie de cet enfermement. Et je crois que là, du coup, d'accuser l'institution, mais nous faisons cette institution, nous prenons les décisions dans les conseils. Donc je crois que nous sommes aussi responsables d'avoir intégré ces barrières, intégré ces peurs, et il faut aussi assumer des responsabilités, surtout quand on craint rien. Parce que, non mais, soyons vraiment honnêtes jusqu'au bout. Celui qui craint quelque chose à perdre, c'est l'étudiant. Mais nous disions hier, nous sommes justement protégés par le statut de fonctionnaire. Certes, nous ne sommes pas très très bien payés, mais nous sommes extrêmement protégés. Donc quand moi je prends un risque pour un de mes étudiants, en fait je ne prends pas de risque. En réalité, ce risque il est fantasmé. C'est un risque par rapport... Et le regard dont vous parliez, M. Mangonnet, est tout à fait juste. Un regard vis-à-vis des collègues. Mais alors, quand on ne prend aucun risque, où est le courage? Où est le courage quand même de soutenir des projets qui peuvent sembler atypiques, des projets qui peuvent sembler risqués, mais si nous ne les soutenons pas, comme nous sommes directeurs de thèse, comment l'étudiant fera-t-il pour le prendre, ce risque? Et donc je crois que vous avez vu très juste aussi, cette peur du regard institutionnel, la communauté, nous l'assumons, nous l'avons tellement intégré, parce que nous-mêmes avons dû éviter les risques pour faire carrière, qu'arrivés en position de force, nous continuons à être prudents et à être petits bras. Je suis dur quand je dis ça, mais j'assume ma part de responsabilité, j'essaie de faire autrement, mais c'est pas toujours facile. Et je crois que vous avez tout à fait raison de dire que la peur nous anime et que c'est pas l'institution toujours qui nous empêche, parce que l'institution, elle fait aussi ce qu'on lui dit de faire, parfois, pas toujours, j'ai bien conscience de ça, mais nous participons au conseil. Et nous participons à ce mouvement-là. Il n'y a pas des imprécations qui viendraient d'en haut du ministère, il y a aussi une part de décision locale. Voilà. Donc, très typiquement, je prends un exemple pour aller très très vite. Un étudiant brésilien vient me voir il y a quelques années en me disant « Je voudrais faire une thèse sur le Brésil et la France ». Presque tout le monde lui a ri au nez. Maintenant, il est chercheur Max Planck à Francfort. Il a fait carrière, pas en France, l'institution française a bloqué, mais à l'international, sans aucune difficulté, et même il commence une brillante carrière. Personne ne voulait l'accepter en tête. Personne. Donc c'est juste un petit exemple, mais je crois qu'aussi nous sommes en partie responsables. Il faut, voilà. Pardon, hein, c'est un peu brutal ce que je dis, mais je crois qu'il faut le dire. Très bien. Très bien. Oui. D'abord, je vais juste réagir à ce qui vient d'être dit. Après, je vais en venir à la question du postcolonial. Simplement pour ajouter que c'est peut-être pas non plus seulement une question de courage individuel, mais aussi de conditions collectives. Et je pense au cas des études sur le genre, où le fait qu'il y ait eu un mouvement, le mouvement MeToo, a par exemple le fait qu'aujourd'hui les études sur le genre peuvent apparaître comme porteuses, alors qu'avant c'était au contraire plutôt un handicap quand on cherchait à intégrer la carrière universitaire. Donc la pression du mouvement social est aussi quelque chose qui va compter. Ça me semble important de le dire vu le thème des journées d'études. Alors sur la question, je voulais revenir sur votre intervention, Silver Moutoubarri. J'enseigne pour ma part la sociologie de la littérature et de la lecture en métier du livre, et votre intervention a fait écho à des considérations qu'on a en sociologie sur les rapports de pouvoir au sein du champ littéraire. Je pense à la République des lettres de Pascal Casanova, qui est littéraire au départ et pas sociologue, à tous les travaux dans la veine de Gisèle Sapiro, sur la question du centre-périphérie, et le fait qu'en France, Paris c'est un centre éditorial, et ça a été aussi une capitale mondiale de cette République mondiale des lettres, et que ça peut-être aussi expliquer la différence que vous percevez entre les auteurs d'anciennes colonies anglophones et les auteurs francophones. Donc je me posais la question de comment on peut spécifier aussi les situations postcoloniales, et aussi faire une remarque sur le lien entre littérature et construction nationale, qui inclut la question postcoloniale, mais qui l'excède également. Et je pense par exemple au cas de Cuba, qui a une diaspora d'écrivains très importante, et où il y a pu avoir des débats sur est-ce que les auteurs de la diaspora font partie de la littérature cubaine, puisqu'ils ont quitté le pays pour raisons économiques et ou politiques. Et où c'est revendiquer que ces auteurs-là fassent aussi partie de la littérature cubaine, ben c'est un enjeu très politique. Donc c'est toute la question de littérature, politique, construction nationale. Et c'était aussi une manière de dire que parfois la crispation autour du sujet postcolonial peut être contournée
en la reliant aussi à d'autres sujets et en disant bah, c'est une question qui s'imbrique à d'autres, qui peut s'imbriquer. Et par exemple, aujourd'hui, la circulation transnationale des idées, des biens symboliques, c'est quelque chose qui est très entendable et peut-être que ça peut être un moyen de contourner certaines difficultés en l'intégrant comme un objet parmi d'autres au sein de problématiques générales. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a bien sûr des situations postcoloniales qui sont totalement différentes. Et il faut surtout dire que Paris, en tout cas pour le champ des littératures francophones, reste toujours le lieu de consécration de ces écrivains. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Et je ne suis pas sûr que... il y a des tentatives aujourd'hui, par exemple, très intéressantes. Bougour Sarr, qui a eu, je crois, le Renaudot il y a 1 ou 2 ans, c'est une coédition franco-sénégalaise. Et donc, ça permet un peu de décentrer les choses en organisant comme ça des coéditions. Que ce n'est pas que Paris, mais Dakar, par exemple, à côté. Donc, il y a des solutions du point de vue éditorial, sauf que il faut voir qu'on n'a pas du tout, le personnel n'est pas du tout le même. Il évolue. Les écrivains francophones d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui publient à Paris, sont généralement des afrodescendants. Marindia et autres. Et la situation de ces afrodescendants est plus complexe que celle des écrivains de l'immigration, en fait, qui viennent de Dakar et qui se sont installés en France. Donc ce sont quand même deux situations totalement différentes. Eux peuvent jouer avec cette binationalité et deux récits nationaux. Les afrodescendants, pour la plupart, ils ne connaissent que la réalité française. Et eux, ils ont vraiment du mal à se positionner dans ce champ national. Donc ce sont des situations aussi spécifiques par rapport justement aux cohortes. Moi j'avais une question, en fait, c'était par rapport à la définition. C'était par rapport à la définition de la littérature africaine. En fait, comment est-ce qu'on peut définir cet objet? Et aussi, comment est-ce qu'on peut définir, comment dire, une africanité, en fait, dans les textes? Comment est-ce que ça transparaît? Quels sont les critères pour montrer qu'un texte a une essence africaine, on va dire? Ouais. Bon, ça c'est une question extrêmement difficile. Puisqu'on combat justement l'essentialisme. On n'est pas... c'est extrêmement difficile. Vous posez une très bonne question, mais qui apporte beaucoup de nuances. Parce qu'à l'origine, moi je pars toujours de l'origine. L'origine de la littérature africaine francophone, c'est une revendication identitaire. La négritude, qui est le principal mouvement de la littérature francophone, est une revendication essentiellement identitaire. C'est la reprise du discours colonial, on va dire, et l'élaboration d'un contre-discours. Donc à partir du moment où vous vous retrouvez dans une telle situation, la plupart des textes que vous produisez sont essentialistes. Parce que vous allez montrer qu'il y a effectivement une culture africaine chez Senghor, par exemple, une culture africaine, une langue africaine. Vous allez chercher à valoriser tout ce qui, pour vous, fait l'africanité de votre identité et de votre littérature. Donc, ça a été pendant longtemps un critère de définition de cette littérature. Son africanité passe par l'ancrage territorial. Mais il y a une évolution de cette littérature. Quand on
c'est pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui. Donc, au temps de Senghor, on pouvait encore, et on a bien vu, par exemple, quand on regarde la trajectoire d'un Senghor, qu'il a terminé comme chantre de la francophonie et de l'ouverture culturelle, du métissage, de l'hybridité culturelle, ainsi de suite. Donc il est parti de l'essentialisme, de la revendication d'une identité presque pure, vers une ouverture identitaire, une ouverture à l'autre. Et donc on voit bien que les critères aussi de définition de cette littérature ont évolué. Donc on ne peut pas rester dans la négritude senghorienne ou césarienne des années 20 et 30, une sorte de revendication identitaire. En 2023, on n'est plus dans c'est un peu différent, je crois, par exemple, des Noirs américains qui ont, vous voyez, le clivage entre les races est plus important. Ce n'est pas le cas en France. On a quand même beaucoup de métissage en France. Et cette revendication devient de plus en plus difficile quand on fait de la littérature. C'est pourquoi, justement, certains vous diront, je ne fais pas de la littérature africaine, je fais de la littérature. C'est devenu presque à la mode dans le champ littéraire francophone. Je fais de la littérature. La littérature n'a pas, on va dire, de race ou voilà. On est plutôt dans cette perspective-là aujourd'hui. Ce qui, par ailleurs, est contesté par d'autres, mais bon. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai pu reprendre cette question, mais elle est extrêmement complexe, votre question. Merci. Bonjour. J'avais une question qui peut valoir pour tous, mais peut-être plus pour David Diallo. C'était, en l'écoutant, c'était savoir si vous intégriez dans votre analyse donc des discours scientifiques sur le rap la notion d'essentialisme stratégique. Je crois que c'est un concept qui a été présent dans les théorisations du genre, notamment, alors peut-être Viviane en parlerait mieux que moi d'ailleurs, et il me semble que, et ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure, à l'instant justement à propos de Léopold Sédar Senghor, notre collègue, et c'est-à-dire qu'il y a, dans l'évolution de Senghor, donc, tel que vous la décriviez, effectivement, il part effectivement d'un essentialisme, mais c'est pour justement faire une place, un espace social et culturel à quelque chose qui n'en avait pas jusque-là. Voilà. Et donc, dans le rap aux États-Unis, j'imagine que il peut y avoir une part de ça aussi. Et puis après, alors parce que moi, ce qui me gêne dans certains aspects de ce que j'ai écouté, c'est une espèce d'interrogation implicite sur la légitimité du militantisme dans la recherche. Je suis pas sûr que ce soit le militant. Enfin, je vous pose la question. Est-ce que c'est le militantisme qui amène vers des erreurs d'analyse ou le manque de sérieux de certains chercheurs et chercheuses? Et est-ce que, inversement, justement, le militantisme ou un fond éthique n'amène-t-il pas vers des objets de recherche et n'amène-t-il pas les chercheuses et les chercheurs à se construire à la fois comme militants et comme chercheurs et comme spécialistes? Voilà. C'est un peu l'aboutissement de ma question. Alors, l'essentialisme stratégique, c'est ça? Oui. Bon, alors je suis passé à côté. Mais à partir du moment où il y a essentialisme dedans, je pense que, si j'ai bien compris, c'est on attribue des dimensions, des qualités identitaires à un discours. En gros, c'est ça. Mais à un discours militant. Ou en tout cas, comme je le comprends, c'est un essentialisme stratégique qui permet de valoriser la production d'un certain type d'une certaine parole en l'essentialisant. C'est ça?
Donc là, c'est pas quelque chose que je peux remettre en question. L'essentialisme, il existe. On peut l'utiliser dans les discours nationalistes, dans les discours identitaires. En revanche, lorsqu'on se situe au niveau de l'analyse, dans ces cas-là, on doit décortiquer et essayer de décrypter ou d'essayer de comprendre la validité de ce discours. Là, on se posait la question de est-ce qu'on peut définir la littérature africaine? Est-ce qu'on peut définir la culture noire de la même manière? Si on prend le militantisme africain-américain dans les années 60, Stokely Carmichael, toutes les Panthères noires, le mouvement pour un pouvoir noir, clairement embrasser cette rhétorique, qui était une rhétorique militante, et embrasser cet essentialisme stratégique. Black is beautiful. I'm black and I'm proud. Donc là, on est dans un niveau de la rhétorique politique. Et là, ma réflexion se pose sur la scientificité de travaux qui disent, moi je vais analyser le rap comme musique noire. Ou pour moi, le rap c'est musique noire. Sans pouvoir, sur le plan scientifique et épistémologique, me dire ou m'expliquer ce qu'est la musique noire et ce qui fait que le rap est une musique noire. Donc c'est pas une dépréciation du militantisme. On peut très bien comprendre que pour fédérer autour d'une cause, on prenne un discours essentialiste en disant Black is beautiful. Certains vont se reconnaître dans cette prise de position et adhérer au discours. Là, c'est un discours stratégique, un essentialisme stratégique. Moi, je me pose surtout la question de la validité scientifique de certaines notions et de certaines définitions qui se sont fossilisées dans les travaux sur la production culturelle de certains groupes aux États-Unis et qui, à mon sens, emmènent à des erreurs ou à une incompréhension ou à certaines indéterminations. On n'est pas au même niveau, donc ce n'est pas une dévalorisation ou une dépréciation du militantisme, c'est juste un questionnement de certaines imprécisions sur le plan théorique dans les travaux sur la production culturelle de certains groupes. Je souhaiterais réagir aussi à ce que vous venez de dire, parce que vous pointez quelque chose de très très juste, mais qui est peut-être la difficulté de définir qu'est-ce que c'est qu'être militant. Si on me demande si je suis militant, je réponds non, bien évidemment non. Enfin, quand vous vous mettez à travailler pendant 30 ans ou 40 ans sur un sujet qui apparemment ne vous concernait pas au départ, vous tombez dans le militantisme. Je suis aussi un spécialiste, entre guillemets, de patrimoine. Vous pouvez vous intéresser au patrimoine sans devenir militant. Vous pouvez expliquer que tel édifice est absolument magnifique, essentiel, historiquement plein de sens, et ainsi de suite, et puis dire, bon, maintenant, vous pouvez le détruire. Non. Vous avez très justement noté, si vous voulez, qu'il y a évidemment quelque chose qui est à l'origine de nos recherches. Qu'est-ce qui fait, ça m'a toujours passionné, ça, en séminaire, de savoir pourquoi les étudiants choisissaient tel ou tel sujet. Et de faire une analyse, carrément. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller sur tel champ, tel sujet? Moi, j'ai livré des éléments tout à l'heure qui étaient l'envie, évidemment, de sortir de l'ombre des champs entiers qui me semblaient tout aussi légitimes, n'ayant pas eu la reconnaissance, justement, je dirais, institutionnelle, qui sont ghettoisés très fréquemment, alors que j'aurais pu, évidemment, plus aisément continuer une carrière d'historien de l'architecture du 19e, plus simple. Donc, je ne vais pas évidemment aller plus loin dans l'analyse, mais il y a cette question en profondeur. Et au bout du compte, ces questions d'identité, pas prises au sens de cet essentialisme, ou encore pire, parce que moi je n'aime pas beaucoup cette expression d'essentialisme stratégique. Ça veut dire moi je ne peux faire de l'essentialisme, mais vous, qui êtes des scientifiques blancs, vous n'avez pas le droit. Il y a un peu de ça. Donc, la question vraiment, qu'est-ce qui nous motive en profondeur? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut simplement ronronner pour avoir une place, ou est-ce qu'on a envie d'ouvrir des champs nouveaux, non seulement des champs nouveaux, mais peut-être qu'en ouvrant ces champs nouveaux, on va soulever des questions méthodologiques, des questions profondes qui, pour moi, remettaient totalement en cause ma discipline. Non pas que je la nie, mais simplement que je rêvais de l'enrichir et de la transformer de l'intérieur par une capacité à intégrer des objets qu'elle n'avait quasiment pas intégrés, si ce n'est sur des modes très fallacieux, je pense en particulier aux arts africains et ainsi de suite, que l'on a gentiment traité sous le terme de primitivisme. Parce que, comprenez, le primitivisme a aidé Picasso à devenir ce qu'il est. L'art africain,
Bah, bien évidemment, c'est essentiel en histoire de l'art, parce qu'il a aidé Picasso à faire Les Demoiselles d'Avignon. C'est des discours totalement aberrants. Mais le primitivisme se porte bien encore, hein, dans notre champ, j'entends. J'avais une question pour Dominique Gérassi. Une question sur cette forme extrême de réception d'une œuvre d'art qui est l'iconoclasme. Et qu'en est-il en France, comparativement à d'autres... y a-t-il un lien avec le mouvement décolonial? Voilà, je ne sais pas, c'est une question totalement naïve. Hein. Je ne sais pas donc, si vous avez effectivement des données concernant ce phénomène qui prend beaucoup d'ampleur, donc aux États-Unis notamment. Oui, voilà. Mais est-ce qu'en France, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se manifeste, et pourquoi ça ne se manifeste pas éventuellement? J'avoue, j'ai lu tous les ouvrages de mes collègues, excusez-moi, parce qu'il y a eu plusieurs ouvrages sur ce vandalisme, désolé, de collègues historiens, historiens et historiens de l'art, hein, je pense à Jacqueline Lalouette, bon, il m'échappe tout d'un coup, le collègue de Paris, Bertrand Tillier, et ainsi de suite. C'est très décevant leurs analyses. Ah, excusez, en plus on leur file le numéro. Bertrand est un ami. C'est un ami, il comprendra. Bon, c'est un peu décevant, pourquoi? Parce qu'ils prennent des postures, si vous voulez, qui ne sont pas des postures, excusez-moi, hein, je vais très loin, des postures d'historiens, voilà, les choses sont comme ça ici. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la pression et qu'ils publient des livres qui doivent sans doute aussi accrocher dans le débat contemporain. Et donc on utilise à la limite certains des termes, certaines des stratégies du camp iconoclaste pour leur répondre. Et par exemple, Jacqueline Lalouette dit « Oh oui, mais ce serait vraiment très bien qu'il y ait plein de places au nom de personnalités, de la diversité, tout ça. » Oui, mais quel rapport avec la destruction de tel ou tel monument? Et j'ai fait exprès, bien sûr, de montrer le monument de la mission Marchand, parce que pourquoi ce pauvre marchand subit plus d'outrages que les autres, hein? Il y a là tout un tas de phénomènes, mais c'est qu'évidemment aussi, on pourrait voir des stratégies. Alors là encore, du côté des militants décoloniaux type Françoise Vergès, parce que quelqu'un a dit, évidemment, décoloniaux, vous qualifiez des gens très différents, hein. C'est-à-dire qu'ils légitiment donc le vandalisme au nom de décoloniser l'art, décoloniser Paris, enfin, mais c'est une négation de l'histoire. Et aucun historien, je veux dire, peut accepter ce discours. Il faut reconnaître qu'en France, ça reste tout de même presque marginal, effectivement. Ça fait du bruit, bien sûr, ça fait le buzz, parce qu'il y a un peu de peinture sur Colbert. On n'a pas atteint, effectivement, les processus radicaux des pays anglo-saxons. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a... Pardon? Peut-être un fond historiciste qui... Oui, je pense qu'effectivement, et puis la conscience, je pense aussi chez certains, que l'on s'efforce quand même de transposer des problématiques de pays anglo-saxons à la France, qui a une histoire différente, une culture différente, et des réactions différentes sur bien des choses. Hein. C'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement, ce vandalisme. Parce qu'en plus, les Français sont spécialistes de vandalisme. Attendez, je vous rappeler la Révolution, chaque Révolution, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie, en quelque sorte, des processus. Sauf que, ici, il y a, je dirais, une tentative d'utilisation de ces actes symboliques dans une perspective qui n'est pas simplement la révolution ou quoi que ce soit. Ça me semble vraiment un peu plus insidieux, mais je ferai une dernière remarque sur mon bas-relief. Tous ces décoloniaux n'ont pas encore proposé qu'on le démonte. Hein? Mais il faut dire qu'il est un peu monumental. Hein? Nous devons faire un musée pour le mettre dedans. Mais il n'est même pas tagué. Alors évidemment, les gens du Palais de la Porte Dorée régulièrement se disent « Oh, un jour, on va se faire taguer. » Ben non. Alors, y a-t-il un processus qui consisterait à se dire tout de même c'est un chef-d'œuvre? Il ne le formule pas comme ça. Hein, mais c'est quand même quelque chose... c'est pas simplement le portrait de monsieur Machin qui était un infâme colonialiste. C'est quand même une composition qui a une qualité sculpturale, une qualité d'iconographie, une beauté, je peux oser ce mot,
un historien de l'art devrait avoir le droit d'utiliser le mot de beauté, parce que ça se fait plus. Hein. Vous savez, après 1960, on ne peut plus parler de beauté. Hein. Donc, je pense qu'il impressionne, même Madame Vergès, parce que elle en dénonce, si vous voulez, la dimension éloge du productivisme, de l'extractivisme, et ainsi de suite. Mais elle n'a aucune proposition face au bâtiment. Et à la limite, en lui proposant un peu de médiation, voilà, on va mettre 3 pancartes pour expliquer les choses, ça a l'air de la contenter. Alors que sur d'autres monuments, elle est beaucoup plus radicale. Donc, non, je crois tout de même, si vous voulez, qu'il y a un bon sens, tout de même, de compréhension d'une dimension historique et d'une qualité. Ça, je pense que la qualité joue. Merci. C'est un point de vue. Moi, j'avais une question pour David Diallo, en fait. C'était concernant les Black Studies. Donc, je me demandais si cette étude, en fait, comprenait seulement l'étude de la production artistique des Afro-Américains, ou si ça comprenait aussi l'étude de la production artistique des immigrés africains aux États-Unis. Parce qu'en fait, le Black Studies, du coup, ça comprend l'étude des productions artistiques noires. Mais comment est-ce qu'on définit la production artistique noire aux États-Unis dans un contexte où il y a des Noirs depuis plusieurs générations et dans un contexte où il y a des immigrés africains récents qui ont aussi une production culturelle et qui... Enfin, comment est-ce qu'on peut l'analyser par rapport à la production artistique des Afro-Américains? Alors, donc, effectivement, ces départements ont été créés, je l'ai dit, sous l'impulsion de la lutte du combat pour les droits civiques et la reconnaissance de la contribution d'hommes et femmes noirs dans l'histoire du pays, pour culminer dans les années 70-80. Et ensuite, je l'ai dit, pour être dilué, on est passé de départements de Black Studies à des programmes ou à des programmes pluridisciplinaires où en fait on avait un programme avec des profs de littérature africaine-américaine qui intervenaient dans tel ou tel programme, mais on n'avait plus de départements structurés. En revanche, dans les départements qui sont restés, il y a eu de très fortes tensions. Alors je peux parler uniquement de ceux que je connais, j'en connais 2, un à Berkeley et un à New York, où on avait des départements de Black Studies créés, montés suite au travail de militants, aussi bien des juristes que des gens qui travaillent en littérature, et qui petit à petit se sont fait dépasser par le flanc par des auteurs de l'immigration caribéenne ou l'immigration africaine plus récente. Après, c'est l'histoire de ce qui se passe un peu aux États-Unis. Hein. Dans le combat des populations noires, on a ce qu'on appelle les native blacks, donc ceux qui sont les noirs légitimes. Et d'ailleurs, qui sont les noirs légitimes sur le plan légal, hein, parce qu'il y a, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a cette question de réparation à verser aux descendants d'esclaves, et donc cette question des réparations pour déterminer à qui l'argent doit être versé, ou à qui ces réparations doivent être versées. Il y a des critères bien particuliers sur avoir coché la case African American depuis sur les deux ou trois derniers recensements, pouvoir prouver qu'on est descendant d'esclaves, donc il y a des critères bien définis. Et il y a aussi les Noirs, les populations noires de l'immigration récente, caribéenne et d'Afrique de l'Ouest à partir des années... Bon, l'immigration africaine, elle prédate cette période, hein, et qui, dans leur production culturelle, en tout cas, ont acquis un poids universitaire et scientifique bien plus important que les gens qui travaillent sur on va dire, les African American Studies. Ce qui a donné lieu à des tensions dans des départements où on a eu des programmes davantage, à partir des années 80-90, de chercheurs qui travaillaient sur les littératures créoles, la littérature du métissage, de la diaspora africaine, que sur les combats historiques ou le fruit des combats historiques de la lutte pour les droits civiques, pour la reconnaissance des droits des Noirs. Donc, sous ce chapeau de Black Studies Department, où au départ on avait un département en phase avec les luttes qui avaient mené à la reconnaissance des droits des Noirs dans le pays, on s'est retrouvé avec un décentrage vers certaines problématiques plus globales, mais qui tenaient toujours à la couleur de peau, l'origine africaine ou à l'ascendance africaine des auteurs.
Donc ça donnait lieu à des tensions, mais on a conservé le nom de Black Studies Department. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en gros c'est ça, il y a une évolution historique et des enjeux dans ces domaines et dans ce champ. Mais dans la manière d'analyser du coup les productions culturelles, est-ce qu'il y a une différenciation qui est faite ou elles sont vues par, par les mêmes biais, elles sont analysées de la même manière? Alors c'est extrêmement complexe parce que alors je peux pas parler de toutes les productions. Je vais parler du rap que je connais le mieux, où on dit bon le rap c'est une musique noire et africaine-américaine parce qu'on la renvoie au jazz par certaines conventions esthétiques ou au blues ou pour certains thèmes de répétition ou autres. Si on regarde ce qu'on appelle ce que l'histoire de cette musique considère comme les pères fondateurs du mouvement, c'est-à-dire Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, Kool Herc. On a un émigré jamaïcain, un autre de la Barbade, donc 2 Jamaïcains et un de la Barbade. Donc, si on veut considérer ce continuum culturel africain-américain, déjà on a un problème, puisque ce sont des immigrations récentes qui reprennent des pratiques, qui reproduisent des pratiques qu'on trouvait dans des îles de la Caraïbe. Donc ce continuum africain-américain peut déjà poser problème sur le plan épistémologique. Donc comment est-ce qu'on les analyse? En mettant un niveau de granularité suffisant pour bien comprendre, lorsqu'on les replace dans leur contexte, d'où elles viennent, par qui elles ont été produites, et pas nécessairement en cherchant la question de la pureté culturelle ou l'authenticité culturelle, puisque là après il s'agit de construction symbolique autour de chaque production. Oui, je voulais rebondir justement à ce sujet pour vous faire une observation qui est une espèce de réaction. Ça me paraît invraisemblable que ces argumentaires-là sur le rap aient été construits, étant donné justement comment dirais-je, la diffusion de ce genre musical dans le monde, enfin en tout cas aujourd'hui, hein, si on regarde depuis aujourd'hui. Le nombre de groupes ou d'interprètes ou d'auteurs qui sont latinos aussi, parce qu'il y a une grosse communauté latino aux États-Unis. Vous venez de citer justement trois personnes qui étaient à l'origine et qui étaient du mouvement et qui étaient donc de pays plus au sud, on va dire. Surtout, pardon, j'ai oublié les portoricains, en fait, la contribution des portoricains du sud du Bronx. Voilà, ouais. Donc, du coup, ça semble totalement hors de propos, du coup, cet argumentaire donc scientifique sur l'essentiel, enfin le caractère vraiment essentiel, enfin à la couleur de peau, comme vous disiez tout à l'heure, du rap. Et c'est un peu comme si on argumentait sur la question du jazz en disant que c'était vraiment quelque chose de fondamentalement noir, alors que historiquement ça allait évidemment, mais avec effectivement déjà un mélange de tas d'éléments, y compris du folklore irlandais, etc. Et pour le rap, c'est en contact avec des tas d'autres genres musicaux, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc ça me semble vraiment invraisemblable qu'il y ait eu un développement, comme vous disiez, de ce genre de littérature scientifique. Voilà. Le récit légitimateur est tellement fort et tellement puissant, et tellement médiatisé, et en plus dans le rap, il est repris en boucle par les auteurs eux-mêmes. C'est une chose noire, c'est it's a black thing you can't understand. Et dans le vocabulaire, le fait l'utilisation à outrance du N-word qui vient baliser le territoire linguistique et sémantique de cette musique. On peut l'utiliser que si on a, sans mauvais jeu de mots, carte blanche pour pouvoir parler et utiliser ce mot sans que ça pose problème. Donc voilà, il y a un récit qui est tellement fort. Et encore il y a quelques années, il y avait une expo à Paris qui était intitulée, ça s'appelle Black Music. Et donc pareil, les gens se sont posés des questions, il y a eu des débats au sein des musicologues et des anthropologues sur est-ce qu'on peut, alors qu'on sait très bien qu'il est difficile d'essentialiser une forme musicale, parce que ce sont en anglais ils appellent ça des cultural hybrids, parce que voilà, on ne peut pas trouver la paternité de tel ou tel trait musical chez un groupe, parce que si le jazz ou le rap était une musique noire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les rappeurs sénégalais ou nigérians dans certains pays d'Afrique de l'Ouest font des choses totalement différentes? Donc on n'a pas les mêmes codes ou les mêmes conventions dans tous les pays où on trouve des afrodescendants. C'est une des explications données par les musicologues pour justement essayer
d'effacer cette essentialisation d'une forme d'expression. Voilà, c'est surtout la force aujourd'hui pour tout le monde, et même on le retrouve dans des ouvrages comme c'est The Norton Dictionary of African American Literature, je crois, où on parle de certains traits ou de certains, comme l'appel-réponse, les formules antinomiques. C'est l'essence des églises noires et c'est l'essence de cette musique. Or non, on le trouvait déjà dans d'autres formes, mais vu que c'est dans un dictionnaire qui fait valeur d'autorité dans le champ des études littéraires aux États-Unis, il est difficile de le remettre en question. Et c'est par des index de citation, on se retrouve clairement minoritaire lorsqu'on va à l'encontre de ce discours et qu'on essaie de déessentialiser ce récit, ce discours savant. Il me semble qu'il en est un peu de la musique noire comme de la pensée blanche.